Merci beaucoup pour cette introduction. Pour me présenter juste très rapidement, je serai le modérateur de ce panel. Moi, je m'appelle Clément, je travaille chez France Digital et on m'a invité ici parce que dans mon temps professionnel, une partie de mon job est d'animer une communauté de CMO aussi de boîtes tech, donc de directeurs marketing. Et c'est des sujets, ça m'a beaucoup parlé quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, ça m'a beaucoup parlé puisque, comme l'a très bien introduit les cofondateurs, le sujet revient souvent. On dit souvent, effectivement, vous êtes très appréciés, mais il faut toujours se battre, que ça soit avec toutes les équipes, donc sales, produits, finance, RH, direction. Et donc, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Je vous propose déjà de vous présenter rapidement avant que j'introduise comment on va dérouler cette table ronde. Okay, donc je vais prendre la suite. Donc moi je suis Valérie Marc. J'ai fondé le cabinet conseil et formation en médias sociaux en fait POACA il y a une dizaine d'années. Moi j'ai une carrière très longue en fait de marketeur, à la fois marketeur et communicant, à la fois en entreprise et en agence en fait. Donc de temps en temps je parle effectivement de l'annonceur, mais et dans le domaine de la tech en fait, en France et aux États-Unis. Et j'ai connu Thibaut parce que j'interviens aussi pour les SEC sur des formations en fait pour les entrepreneurs, et c'est ce qui lui a donné l'idée d'intervenir aujourd'hui, de me faire intervenir aujourd'hui. J'interviens en fait notamment sur les problématiques d'employé advocacy, donc les programmes de collaborateurs ambassadeurs, et là on a vraiment intérêt à travailler main dans la main avec les RH, et donc c'est pour ça que c'est cette partie-là en fait que j'ai traité plus profondément en fait. Voilà, merci. Merci. Je suis Pauline Jurado-Barroso. Je suis responsable marketing opérationnel chez Boa Concept depuis 8 mois. Boa Concept, pour vous dire en 2 mots, c'est une entreprise qui a 12 ans, qui est une start-up qui est en train de se structurer en groupe international. Donc on est sur une étape assez fondamentale de l'histoire de l'entreprise, avec de nombreux projets en cours. Et donc nous, on est entre l'indus et la tech au milieu, puisqu'on est sur des solutions intralogistiques pour des entrepôts, où on facilite les flux logistiques dans les entrepôts. Par exemple, quand vous commandez des croquettes pour votre chien, votre chat sur un site en ligne, nous, on va faire en sorte que votre commande, elle arrive en 24 à 48 heures chez vous. Et donc, voilà, on a des solutions qui sont mécaniques et en même temps qui sont informatiques. Et donc on a même 3 bureaux d'études, ce qui rend les choses vraiment très simples sur la collaboration entre les équipes produits et marketing. Et donc ça sera mon sujet aujourd'hui, et je vous parlerai aussi d'une autre expérience que j'ai eue par le passé, qui était plutôt dans une entreprise pure industrielle qui développait du mobilier urbain design. Bonjour à tous, Aurélie Nidam, VP Marketing chez Bonitasoft. Donc moi j'ai un peu moins de 20 ans d'expérience en marketing B2B dans les milieux SaaS. Donc je suis passée par des grands groupes, des boîtes de consultants également, donc et des tout petits groupes. Donc j'ai vu à peu près tout ce qu'il fallait faire et pas faire. Donc voilà, je suis ravie de partager avec vous mon expérience en espérant qu'on puisse également échanger sur les vôtres et vous proposer des clés qui m'ont permis du moins à faire rayonner le marketing auprès de la direction en particulier, qui sera mon sujet pour cette matinée. Super. Les 3. Si vous avez des questions, on a prévu un temps à la fin pour les poser, donc vous avez même la chance d'avoir des petits carnets et crayons pour les noter, donc c'est bien vu. Et comme l'ont expliqué nos 3 intervenantes, on va traiter le sujet sous 4 angles. On va commencer par traiter la relation marketing-direction, ensuite on parlera de la relation avec les RH, Valérie notamment, la relation avec le produit, on finira sur la relation aussi marketing commercial. Aurélie, du coup, comme elle va commencer avec toi sur la relation avec la direction, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, l'entreprise elle est souvent drivée soit par les commerciaux, soit par le produit. C'est souvent sales-led grosse, donc les commerciaux qui lead la croissance ou le produit qui lead la croissance. Et du coup, comment on peut inscrire le marketing dans la stratégie globale de l'entreprise? Quelle place elle prend en fait dans la stratégie globale? Alors déjà, il faut savoir que le marketing, c'est un petit peu le chef d'orchestre d'une boîte. Nous, on va intervenir dans tout ce qui est l'alignement entre la vision du produit et les besoins du marché.
Donc, comment on fait ça? Donc, on va définir tout un positionnement, le messaging percutant, toute la stratégie derrière. Donc, c'est quand même assez important. On est un moteur de croissance, ça doit être perçu comme tel. Excusez-moi, je regarde mes notes parce qu'en fait, il y a tellement de choses que dont je veux vous parler. Le problème qu'on a dans nos boîtes tech, c'est que on parle beaucoup de features, produits, et on a du mal à la traduire en value propre, en proposition de valeur pour l'audience. Donc, le marketing est perçu comme il faut faire de la promo. Alors que c'est pas ça. On doit être vraiment inscrit dans une stratégie cohérente de go-to-market c'est ça en fait la clé avec la direction, c'est s'inscrire dans cette stratégie de go-to-market pour refléter toute l'expertise et pas seulement faire de la promo, des Google Ads, etc. Donc il faut prendre un peu plus de hauteur pour que la direction s'en rende compte. Ce que tu commences à aborder, c'est la communication qui peut être finalement un peu difficile. Qu'est-ce qui peut bloquer? Tu as commencé un peu à l'adresser, c'est peut-être la vision quand on a la direction. Mais... Alors, pas que. C'est un problème de langage. Donc, ce que j'ai pu voir au travers de mes expériences, c'est que, comme je disais, donc, j'ai beaucoup travaillé dans les boîtes de tech. Et il y a très peu de CEO qui viennent du monde du marketing et... Beaucoup viennent soit des fonctions commerciales, soit des fonctions produits. Donc, on a un vrai problème de langage. C'est la première chose à adresser. Comment on arrive à adresser ça? C'est qu'on doit définir quels sont nos KPI communs. J'enfonce peut-être une porte ouverte ici, mais c'est extrêmement important de s'aligner au tout début avec la direction sur on parle de quoi. Le marketing, ça peut être perçu comme très conceptuel. Ce qui est parfois le cas, mais pas que. Donc, l'idée, c'est vraiment élaborer toute cette partie KPI, langage commun, pour ensuite leur faire comprendre qu'on a une vraie valeur. Un des problèmes aussi que j'ai pu voir, c'est qu'on arrive trop tard dans la prise de décision. Parce que voilà, c'est conceptuel. Les vrais départements, c'est les sales, c'est le produit. On est une boîte tech, donc on vend un produit. Mais il faut vraiment qu'on soit au tout début de la prise de décision. On n'est pas là pour organiser seulement des petits déjeuners. Même des tables rondes, c'est très bien, on adore, mais pas que. Donc c'est extrêmement important d'avoir le même langage et d'être tout de suite au début des discussions stratégiques. Et j'insiste sur ça parce que j'ai eu beaucoup de mal en tant que directrice marketing au début d'arriver sur un codir qui est très tech, très commercial. Et ça va, le marketing, au final, vous avez commandé 2-3 goodies et ce sera bon. Mais non, il faut vraiment insister, il faut être très lourd même parfois, mais on doit se faire notre place. Ok. Ce que tu dis, c'est, il y a une notion d'alignement. Il faut réussir à aligner la vision de la direction avec le rôle du marketing. Si tu as des outils, des méthodes, des manières de faire qui te permettent d'arriver à ça? Oui, alors moi j'ai mis en place quelques rituels. Donc quand je suis arrivée dans une précédente boîte, pas dans ma boîte actuelle, il y a plusieurs rituels. Donc déjà, la première chose, c'est, comme je disais, d'être intégré au codir ou avec le board, ça dépend des structures, mais être intégré au codir dès le début. Pour rappel, une stratégie marketing émane d'une stratégie corporate. Si on vous demande de faire une stratégie marketing, alors que il n'y a pas forcément de discussion et de vision corporate, vous n'êtes pas dans ces discussions-là, ça va être très dur. Donc la stratégie marketing vient des stratégies corporate. Une fois qu'on sait ça, que c'est accepté, qu'on rentre dans les discussions, on définit la vision. Quels sont les objectifs? L'objectif ici, c'est de rassurer. On doit montrer qu'on maîtrise nos sujets. Encore une fois, c'est conceptuel. Il faut qu'on leur maîtrise, qu'on les rassure. On a un objectif, on sait comment on va y aller. Savoir les KPI, les tactiques, le pourquoi du comment. Honnêtement, à ce stade-là, ce n'est pas les natures de discussion qu'on doit avoir avec la direction. Donc, une fois qu'on est aligné sur ça, ensuite, les meilleurs amis, c'est les sales. D'accord? Donc, on doit être on doit s'aligner avec la vision sales. Le directeur commercial ou la directrice commerciale, on doit l'avoir dans la poche.
On doit aligner cette vision, ils doivent la comprendre et on se tape dans la main, on a nos KPI communs et on déroule. Tous les mois, on doit faire un report avec les sales. On doit être intégré dans une réunion commerciale où le marketing doit avoir toute sa place. C'est important. C'est dur, mais c'est important de le faire. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est le reporting au codir ou au board. Même si on n'est pas invité tous les mois aux discussions avec le codir, etc., il faut absolument, en fin de mois, leur envoyer une slide. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans ma précédente boîte, envoyer tous les mois une slide qui reprend le budget dépensé, le pipe coverage, combien d'opportunités ont été créées grâce aux efforts marketing et toute la partie ROI. Pas besoin de les noyer dans d'autres data, ça va les noyer. À ce stade-là, on n'a pas besoin d'avoir cette nature de discussion. Donc moi, c'est vraiment ce que je fais tous les mois. Je leur envoie, ils ouvrent, on en discute après. En asynchrone, on n'a pas besoin de se faire des réunions forcément, mais c'est extrêmement important. Et ça contribue justement à la construction de la crédibilité du marketing auprès de la direction. Et en bonus, alors j'avoue, je le fais pas tout le temps, mais ça a beaucoup de valeur. C'est tous les quarters. Je récupère toute la data que j'ai pu récupérer des webinars, des démos, de la recherche sur le site concernant le produit, les questions sur le produit, les demandes de features, tout. J'agrège tout ça et j'envoie tout ça au Head of Product et Head of R&D. Ça a beaucoup de valeur parce que parfois, pas tout le temps, mais parfois, la R&D et le produit sont assez décorrélés du marché, sont assez déconnectés du marché. Et notre rôle en tant que marketeur, sales, customer success, c'est d'alimenter. Les sales et les customer success ne le font pas nécessairement. Donc nous, marketing, on a un rôle à jouer ici. On récupère, on brasse énormément de données. Hein. Enfin, vous savez, on brasse beaucoup de données. Il faut rendre ça hyper actionnable et l'envoyer tous les 3 mois à l'équipe produit. Ouais, hyper complet, ça donne pas mal d'idées concrètes. Et pour rebondir là-dessus, tu disais justement tout à l'heure, il y a un peu l'aspect très conceptuel du marketing. Moi, pour échanger régulièrement avec des directeurs marketing, le levier qui manque souvent pour avoir plus d'impact, c'est justement quel impact j'ai directement avec mes actions marketing, notamment, bon là on n'en parle pas forcément, mais avec la direction financière, quand il s'agit de négocier le budget, il y a toujours une question de ok, mais le ROI c'est quoi derrière? Donc c'est comment tu vas montrer l'impact du marketing concrètement en termes de retour, quel impact a le marketing, comment tu le justifies en fait? Alors la base, c'est d'avoir une stack marketing qui soit clean. Et je pense que tout le monde dans cette salle galère avec son CRM, son marketing automation tool. Enfin, il y a tellement de... Enfin, c'est très compliqué. Donc, la stack marketing, c'est la base. On est noyé de data, on peut mesurer tout et n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un dashboard spécialement pour la direction. Pas plus de 4 KPI. Pas besoin d'aller au-delà. Et pour avoir ces KPI-là, il faut avoir une stack marketing et également des retours commerciaux qui puissent être agrégés et transmis à la direction. Mais la base, c'est la stack et les dashboards. Okay, très clair. Là, tu nous as donné un peu toute la méthode. Tu as un exemple concret, quelque chose que tu pourrais partager justement où tu as fait réussi, où tu avais peut-être la direction qui n'intégrait pas forcément bien le marketing et tu as réussi à redonner du poids? Oui, ça s'est fait avec sang et sueur, mais au final, ça s'est bien passé au bout de quelques mois. Mais alors, je suis arrivée dans une société en tant que directrice marketing suite à, il y a eu 3 années d'errement marketing. Donc, j'arrivais un peu avec la double peine de devoir construire le budget et devoir reconstruire la crédibilité marketing. Donc, c'était un peu compliqué. Le codir était constitué uniquement de personnes très tech. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est justement de remettre à plat cette stack marketing. Stack marketing, c'est les outils qui vont nous permettre de monitorer, envoyer des emails, organiser des événements, etc. Donc, tous les outils qui vont nous permettre de récupérer et récolter cette data.
Donc, j'ai remis à plat toute la stack marketing pour visualiser le lead journey et les opportunités associées au coût marketing. Extrêmement important parce qu'au final, c'est le revenu qu'on regarde. Donc, j'ai remis en place cette stack marketing. Et ensuite, j'ai défini, je peux le dire maintenant, j'ai défini un budget un peu au doigt mouillé. En ayant fait un peu de spéléo dans le CRM, en trouvant un petit peu ce qui avait généré des opportunités quand j'avais l'info. Donc, c'était vraiment au doigt mouillé. Mais j'y suis allée en étant très sûre de moi, donc c'est passé. Et comme je disais tout à l'heure, tous les mois, j'envoyais ce fameux report, une slide avec tout ce qui avait été généré et toute la visualisation des efforts marketing. Donc, ça a payé vraiment au bout de 6 mois. C'était long, mais au bout de 6 mois, on a commencé à avoir des natures de discussion, des échanges qui étaient extrêmement intéressants, où j'ai pas eu besoin de forcer davantage. Pas besoin d'en faire trop. Il faut être efficace et hyper focus sur ce qu'on leur donne. Donc voilà, c'était l'expérience que j'ai eue où justement c'était compliqué. Ouais. Mais au final, ça a payé. Voilà. Super. Merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé tout ça. Valérie, je te vois acquiescer sur tu valides tout ce que nous a dit Aurélie. Est-ce que tu aurais des choses aussi à Oui, alors effectivement Aurélie, tu t'es vraiment couvert en profondeur en fait tout ce qu'on pouvait faire. Moi par rapport à ce qu'il y a en complément ou pour renforcer, en fait, il y a un point sur lequel il faut vraiment pas se louper. En tout cas, de mon expérience et dans ce que je vois, en fait, quand j'accompagne des marketeurs et des communicants, c'est le point, parce que c'est une prise de posture, c'est la présentation du plan, c'est la préparation et la présentation du plan stratégique. Parce que trop souvent, où on peut se retrouver dans une situation où on devient, ok, marketing com, tu me fais le truc. Mais tu me fais le truc, non, c'est pas un truc déjà en fait, c'est un dispositif réfléchi. Donc ce moment en fait où on fait le diagnostic, on fait le bilan de ce qui s'est produit, ce qui permet aussi de renforcer les interactions avec les autres départements, parce qu'on va aller on va aller chercher en fait de l'information. Et le moment où évidemment, parce que, et tu l'as dit, c'est vraiment important, on a bien compris la stratégie de l'entreprise, donc la direction stratégique, et après on traduit en fait en implication pour la communication et le marketing, et ce moment où on présente et ils se rendent bien compte qu'il y a une vraie expertise derrière, une vraie expérience derrière, c'est vraiment un moment clé, donc il ne faut pas le louper en fait, il ne faut pas que ce soit un truc rapide. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Deuxième point, alors là, c'est plus manipulatoire, mais ça fonctionne. Il y a aussi des moments où on travaille avec nos dirigeants et ils sont en position de faiblesse. Ils vont être interviewés par des journalistes et c'est vraiment pas leur truc. Ils doivent prendre la parole sur LinkedIn, c'est vraiment pas leur truc. Et là, on va les aider. Et là, ça permet en fait de créer aussi un lien de proximité avec eux qui peut être très intéressant. Donc là, ils se rendent compte aussi que c'est un métier, en fait, ce qu'on fait. C'est pas juste un truc facile, parce que je sais pas qui parmi vous, surtout sur la partie communication, tout le monde sait communiquer. En fait, quand on présente quelque chose, tout le monde a un avis là-dessus, en fait. En fait, non, il y a une vraie démarche derrière ça. Donc, dès qu'on peut montrer, en fait, de manière très tangible son expertise, on gagne des points, en fait, dans notre posture de marketeur et de communicant, en fait. Ça, c'est vraiment un point important. Et juste un point aussi sur le ROI, parce qu'on est tous dans des structures hyper héroïstes, évidemment. Et moi, j'aime bien rappeler un truc fondamental de la communication du début du 20e. Quand ils ont commencé à faire le marketing direct papier, très concrètement, le même mailing avec les mêmes éléments dedans, la marque est connue, la marque n'est pas connue, le résultat n'est pas le même. Donc en fait, l'importance de travailler la marque, elle est fondamentale aussi. Et quand on travaille la marque, il n'y a pas de ROI. On sait que ça va aider. On sait que ça va aider les ventes parce que les commerciaux, quand ils vont présenter, ils vont demander des rendez-vous, ils vont être connus, mais c'est pas, ça génère pas des leads de manière immédiate. Et ça peut être intéressant aussi de s'appuyer sur cette connaissance. Déjà, nous, on sent mieux quand on se dit ça aussi. Et puis, ça permet aussi d'aller défendre en fait certains pans des recommandations que l'on va faire. Donc voilà. Merci beaucoup Valérie, et je te laisse le micro pour enchaîner sur ton sujet, la relation RH. Tu as dit que c'était un sujet que tu traitais beaucoup. J'aimerais déjà, en intro, pour traiter ce sujet, pourquoi pour toi c'est important, cette relation, il faut absolument avoir un lien entre marketing et RH? Alors,
parce qu'en fait, dans les projets qu'on va vouloir déployer, on va avoir besoin d'eux, en fait. Et dans les projets qui vont vouloir déployer, ils vont avoir besoin de nous aussi. Mais ce n'est pas toujours compris. Donc, il y a un point de crispation qui existe toujours dans nos boîtes, c'est la page LinkedIn. Parce que globalement, les RH vont venir, ils vont nous dire tu me pousses, toi tu me pousses, tu peux me pousser l'offre, machin. Et vous allez dire déjà, je ne pousse pas. Et puis, donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, on va quand même réfléchir à la manière dont on fait les choses et qu'est-ce que tu veux accomplir en faisant ça, en fait. Donc, souvent, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que la page LinkedIn devient ce point où, de toute façon, on va être obligé de collaborer. Et le obligé de collaborer, on va le transformer en opportunité de collaborer. Donc, c'est vraiment un premier point, en fait, qui montre. Donc, avant, c'était la communication interne, en fait, qui permettait d'avoir le lien entre le marketing et les RH. Et maintenant, ça peut être autour de la page LinkedIn que ça va se produire, en fait. Et en fait, on se rend compte actuellement que les points de collaboration, en fait, entre les RH et le marketing sont multiples. Donc, effectivement, on a la page LinkedIn qui est cet espace partagé. On peut collaborer avec les RH sur la partie marque employeur parce qu'ils ne savent pas forcément comment définir la marque employeur. Et dans la tech, on a quand même un problème d'attractivité, en fait. Comment on fait venir à nous des talents parce que là, pour le coup, toute l'organisation va en profiter. Et ensuite, on a le point d'employé advocacy. Si certains d'entre vous ont déployé ce programme de collaborateurs ambassadeurs, ça va être important, intéressant en fait, de travailler avec les RH autour de ce programme-là, tout simplement parce que si on ne travaille pas avec eux, eux vont mettre des freins. Parce qu'ils sont en prise directe avec le collaborateur et qui vont juste faire l'écho en fait, des freins des collaborateurs. Donc en fait, les occasions de collaboration en fait, avec les RH sont multiples. Et ce qu'on a intérêt à faire, et c'est pas évident, c'est sortir de la com et le marketing font pas des trucs et puis on n'est pas au service des autres, ce qui parfois peut être un petit peu agaçant parce que par ailleurs vous avez des charges de travail et on a des charges de travail qui sont extrêmement lourdes, mais effectivement rentrer dans cette logique de collaboration avec eux, puisqu'on va se souvenir quand même que les RH comprennent bien les collaborateurs. Ils sont en charge de l'expérience, partiellement en charge de l'expérience collaborateur qui va avoir un impact sur la marque employeur, en fait sur l'attractivité de l'entreprise. Et nous, on sait écouter le client, retraduire ça en point de communication en fait. Donc en fait, on a énormément de choses à s'apporter. Tu disais justement que cette relation n'était pas simple. Tu vois quoi comme frein, justement, qui fait que ça ne marche pas toujours? Les gros freins, en fait, et c'est les gros freins épidermiques. C'est le marketing n'a pas le temps. Et donc, ils sont agacés quand les RH prennent pas leur part du travail, en fait. Et donc, ça devient un point, de toute façon, ils s'y intéressent pas. Et puis, ils ont décidé que c'était à nous de le faire. Et puis, de l'autre côté, on dit, c'est pas à nous de le faire parce que ça concerne les RH et la marque employeur, en fait. Donc c'est vraiment sortir de cette ornière-là qui va nous aider, en fait. Très clair. Tu as commencé à l'aborder, mais tu as des exemples concrets de partenariats pertinents entre le marketing et RH, justement, des choses qu'on peut mettre en place? Les choses qui fonctionnent bien. Donc, le point de la page LinkedIn, il faut le déverrouiller assez rapidement parce que vous êtes confronté, et peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs, vous êtes confronté à cette co-ownership en fait, de la page LinkedIn. Donc ça, la manière dont on peut le faire, c'est vraiment organiser un comité éditorial, se mettre d'accord sur la ligne éditoriale en intégrant les objectifs de chacune des parties en fait, puisque souvent marketing communication on va être sur la partie marque corporate, marque commerciale, et les RH vont être sur la partie marque employeur. D'ailleurs nous le rôle qu'on peut jouer aussi c'est d'expliquer aux RH que faire la marque employeur c'est pas juste partager des offres quand il y a une offre qui arrive, mais c'est aussi travailler la marque employeur dans la durée. Et là aussi, en fait, quand on rentre dans cette logique-là, on leur montre en fait notre expertise et on les aide à mieux comprendre notre métier et donc à nous respecter en fait aussi quand c'est nécessaire. Donc vraiment, la page LinkedIn, c'est un premier chantier en fait qui peut être un beau chantier de collaboration. La marque employeur, quand elle n'a pas été
travailler en fait. Donc quand ils n'ont pas les ressources ou la connaissance pour la travailler eux-mêmes et ils ne sont pas fait accompagner là-dessus, on peut les aider là-dessus parce que là aussi, nous, définir une marque, on sait faire en fait. Donc on va les aider en fait à accoucher de cette marque employeur. Donc ça peut être un autre volet de collaboration qu'on peut valoriser par la suite, parce que quand on a réussi à le mettre en place et que ça aide réellement l'entreprise à recruter et à attirer des talents, ça a de la valeur également. Et puis ensuite, programme d'employé advocacy, donc de collaborateurs ambassadeurs. Là, ça peut être vraiment un point de crispation ou de crainte majeure pour les RH, puisque en fait, eux, ils vont être en prise directe avec des représentations des collaborateurs, donc des représentations quasi syndicales dans certains cas, qui vont dire le profil LinkedIn des collaborateurs, c'est leur profil, tu peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire sur leur profil. Donc là, il faut quand même arriver à le déverrouiller et trouver les arguments avec eux, en fait, trouver le discours juste avec eux. Donc, dès qu'on fait programme de collaborateurs ambassadeurs, c'est vraiment important en fait de travailler, d'avoir la validation des RH parce qu'autrement ils vont vous mettre des bâtons dans les roues en fait plus tard. Et pareil pour la charte des médias sociaux pour les mêmes raisons en fait. Donc avoir leur présenter c'est quoi une bonne charte. Autrement ils vont faire comme ce qu'ont fait tous les juristes de la terre avant dans les entreprises sur vos OP marketing. Ils vont mettre tous les freins. Ah on peut pas dire ça, il faut pas dire ça machin. Et là on se retrouve avec la charte médias sociaux qui fait 25 pages, qui est complètement lisible et qui donne pas envie d'y aller en fait. Donc les points de collaboration, ils sont vraiment sur ces trois chantiers-là, principalement. Très clair, merci beaucoup Valérie. Et sur justement l'autre aspect, c'est les objectifs. Entre les objectifs RH et les objectifs marketing, ils peuvent être variés. Comment tu fais pour les aligner? Sur quel point en fait tu vas pouvoir En fait, je crois qu'en fait la collaboration RH marketing, elle est pas évidente en fait. Donc c'est surtout ça, c'est deux fonctions qui, en tout cas vu des RH, la collaboration elle n'est pas évidente. Au mieux, ils vont nous déléguer des choses. Donc c'est vraiment leur expliquer comment on peut travailler ensemble. Okay. C'est ce qui va faire la différence. Et comme j'ai demandé à Aurélie tout à l'heure, est-ce que tu as un exemple à partager concret de mise en place de cette relation? Oui, donc moi avec deux de mes clients sur des programmes d'employés advocacy, collaborateurs ambassadeurs, où clairement, donc déjà il y a eu facteur clé de succès habituel. Les DG étaient dans les deux cas, donc il y avait la direction qui était à fond en fait et qui voyait vraiment l'intérêt en fait de ce type de projet. Et ensuite en fait une vraie collaboration. Donc les RH ont pris leur part dans chacun des clients en fait. Les RH ont compris quel rôle ils devaient jouer. Et marketing communication a bien compris le rôle qu'il devait jouer et ça a quand même résulté en les RH ont pris la partie formation à leur compte quand même parce que ça fait partie, donc il y a un impact budgétaire. Donc concrètement, marketing communication se retrouvait pas à porter en fait le coût de tout le programme, mais c'était partagé entre les RH et le marketing com, ce qui était loin d'être négligeable, avec la prise de parole en fait la direction RH et la direction marketing sur aussi l'importance en fait de ces programmes et après vraiment travailler en équipe pour arriver à accoucher du meilleur programme possible et le faire vivre dans la durée. Donc avec la partie RH aussi qui intégrait la communication interne dans ces cadres-là, et donc qui se faisait écho des succès du programme. Donc là, on travaille vraiment. Enfin, c'est parce qu'il y avait une volonté commune au départ que ça a bien fonctionné, en fait, clairement. Merci beaucoup Valérie. Pauline, je te vois lire les notes et tu fais bien parce que pour moi c'est le sujet, la relation marketing-produit. Quel enchaînement. C'est un des points de friction assez courant pour petite anecdote, fin d'année dernière j'ai organisé un petit format avec les responsables marketing et les responsables produits et j'ai jamais vu autant de tension dans la salle sur le rôle de chacun, sur à quoi ça sert en fait le marketing, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, est-ce que ce serait pas le produit qui devrait tout gérer, enfin bref, ce genre de choses. Donc je pense que là j'espère que tu es prête Pauline. On est sur un gros point de douleur. Voilà. Est-ce qu'on a des fauteuils pour pouvoir parler librement des
canapés. Pour commencer, pour faire un peu déjà d'un point de vue un peu macro, pourquoi pour toi c'est important d'avoir une bonne collaboration entre les deux? Quel impact ça a en fait cette relation? Le premier point, c'est pour qu'on puisse comprendre ce qu'on vend et comment on construit les argumentaires. Si on ne comprend pas ce qu'on vend, on risque fortement de se planter ou de faire, on va dire, de tomber dans le cliché du marketeur qui vient coller un vernis très très brillant sur quelque chose qu'il a pas compris, et on se bat tous les jours contre cette image qu'on a peut-être les uns les autres aussi souvent. Voilà, il y a cette image-là du marketeur qui ne sait pas ce qu'il vend et qui fait des belles phrases et qui emballe bien et pam, ça passe. Donc aller à la connaissance du produit, aller vraiment travailler en proximité avec les équipes produits, c'est déjà un premier pas pour faire tomber le cliché. Et puis en même temps pour connaître un peu plus le produit et vraiment le comprendre. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est que, et peut-être c'est pour ça que c'est aussi douloureux, c'est qu'on est entre les ingés et les commerciaux. On est l'arbitre au milieu et on essaye de faire en sorte que tout le monde se comprenne pour que ça puisse mieux se passer sur le marché. Et surtout pour déconnecter les BE de la vision purement ingénieur du produit. Les BE? Les bureaux d'études. Je jargonne Indus, désolé. Arrêtez-moi tout de suite. je jargonne un peu Indus. Donc on a dans l'équipe actuelle, on a 3 bureaux d'études, donc 3 équipes qui développent des produits avec 3 visions différentes du produit, des mécaniciens, des électriciens et des ingénieurs informatiques. Et donc tout ce monde-là doit se parler. C'est pas simple. Et tout ce monde-là doit aussi parler au market pour pouvoir avancer ensemble dans la mise sur le marché des produits. Effectivement, c'est pas simple, mais on a de la bonne volonté. Et le marketing, en fait, je pense, a besoin d'assumer le fait qu'il vient gratter en fait la vision purement tech de l'ingénieur et l'assumer complètement et y aller franchement. Donc voilà, je vais poser les questions qui fâchent, mais c'est pas grave, il faut qu'on commence par là. Ouais. Et une fois qu'on aura mis tout ça à plat, on pourra aller dans la construction. Par exemple, voilà, ta fonctionnalité, elle est trop bien. À quel scope client elle s'adresse? Gros blanc. Alors on va peut-être en parler ensemble, on va peut-être discuter un peu et mettre du commerce aussi dans la boucle pour pouvoir avancer un petit peu plus sur ces questions-là. Et c'est là où justement le marketing prend toute sa force, parce que les commerciaux vont, je réfléchis au mot que j'emploie. Parce que en plus on est enregistré et l'équipe va me tomber dessus en rentrant. Les commerciaux vont être peut-être exigeants parfois d'avoir le produit parfait sur le moment T, parce que ils sortent d'un rendez-vous client, quelqu'un leur a parlé d'une fonctionnalité géniale qui pourrait résoudre tous les problèmes, ils la veulent là, tout de suite, maintenant, sans se poser de questions sur est-ce qu'on va l'intégrer à un tel process de développement de produit. Non, c'est là, je veux ma réponse là, je suis sur une échelle de temps courte, moi je veux tout de suite un rendu là, maintenant. Et du coup, va essorer comme ça les équipes produits qui, s'ils n'ont pas le petit arbitre marketing qui vient un petit peu apaiser tout le monde en disant voilà, on va structurer, etc., ça risque d'être complexe et d'être douloureux. D'où les tensions de la dernière conf que tu as pu animer. C'est plutôt bien vu. Et tu parlais justement de ces tensions. C'est quoi les malentendus ou les incompréhensions les plus classiques que tu as entre market et produit? Marketing, c'est des menteurs. Le marketing vend monts et merveilles, un peu comme les commerciaux. Donc ça, c'est la vision côté produit. Et puis après, le client a des grosses attentes sur ce qu'on développe. Puis à la fin, nous, on a la pression, on doit faire le produit parfait et on risque d'être en décalage et de se planter. Donc arrêtez de mentir sur vos plaquettes, etc. etc. C'est souvent le premier malentendu qu'on va avoir. Enfin, moi, je l'ai rencontré très souvent, que ce soit chez des indus ou chez des informaticiens. Le marketing raconte n'importe quoi.
Donc, d'où l'effort de proximité et d'aller vraiment questionner beaucoup plus les fonctionnalités, même la partie très très tech du produit, qui est difficile à cerner quand on n'est pas ingénieur informatique. Il faut quand même aller gratter dedans le plus qu'on peut pour pouvoir outrepasser, faire tomber ce premier malentendu. Et le deuxième malentendu, après le market c'est des menteurs, c'est ah oui, la plaquette là, oui non mais c'est le market qui a pondu ça, non mais lis pas ça, ils comprennent pas ce qu'on vend de toute façon, donc c'est pas la peine. Enfin, j'imagine que vous, les uns les autres, vous avez déjà entendu ça, ça doit vous rappeler des souvenirs. Et ça arrive quand par exemple, au marketing, on a décidé de ne pas mettre la liste complète des 25 fonctionnalités du produit et puis des 35 applications possibles parce que on va pas rendre les choses plus indigestes qu'elles le sont. Et là, du coup, généralement, les ingénieurs disent non, c'est pas la vérité du produit puisque tu as enlevé la moitié des trucs qu'on peut faire avec notre solution. Donc, non, c'est du mensonge, t'as pas compris. Donc voilà. Là aussi, si on fait cet effort d'aller vers les équipes et d'expliquer aussi pourquoi on choisit de ne pas mettre les 25 fonctionnalités, ça permet aussi aux autres de comprendre un peu mieux notre métier et d'aller vers un consensus. Et du coup, là, on commence à créer un cercle vertueux et à se nourrir en fait l'un l'autre. C'est-à-dire on les questionne sur les fonctionnalités en allant gratter davantage et en même temps on leur explique, on fait beaucoup de pédagogie sur pourquoi on a fait tel choix, qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle campagne ça va s'inscrire, pourquoi vaut mieux décaler le lancement de cette campagne à telle période parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus favorable à ce moment-là. C'est vraiment de les intégrer au maximum. Ça prend du temps, mais à la fin, la vision moyen terme, long terme est vraiment, vraiment bénéfique. Ce que tu dis là, c'est que tu es en train d'intégrer une vision plus client, une vision, ancrer la vision client au sein du produit. C'est ça. Tu as d'autres choses comment tu t'y prends concrètement justement pour intégrer cette vision produit, cette vision client pardon, au sein du produit. En partageant les insights des commerciaux à l'équipe produit, en partageant tous les retours, en essayant de les structurer aussi, et aussi de filtrer parce qu'il faut faire des choix. Au bout d'un moment, on peut pas mettre toutes les fonctionnalités du monde et avoir le produit parfait. Il faut surtout un produit qui va se lancer à un moment donné, donc il faut faire des arbitrages et parfois la direction vient aussi faire des arbitrages quand il faut et quand on n'arrive pas justement à faire ce tri. Là, tu commences à me parler de structurer les retours, les partages de clients. Tu as des outils, comme j'ai pu demander aussi à Valérie et Oli. Tu as des outils, des méthodes, justement, pour permettre d'améliorer cette communication avec le produit. Peut-être la méthode, c'est vraiment d'organiser des points réguliers de passage d'informations entre les équipes, d'avoir des points très très formalisés. Tu parlais tout à l'heure des points mensuels avec les sales, ça c'est vraiment essentiel et je partage complètement cette méthode et des points avec le board plutôt tous les trimestres. Là c'est la même chose. C'est une temporalité comme ça, on va dire très très formalisée tous les mois et en même temps d'avoir des temps d'échange plus spontanés, plus informels au quotidien pour aller chercher de l'information et de la partager spontanément et de miser comme ça sur les deux tableaux pour nouer et continuer à nouer la relation humaine entre les équipes. Et les after-work, ça marche très bien. À ne pas abuser bien sûr des after-work. En plus on est en dry January, peut-être les uns les autres le font, mais ça marche aussi avec la badoie, ça prend bien. Un exemple d'after-work réussi, non? Un exemple. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a souvent, donc on avance dans la bonne direction. et plus sérieusement, un exemple concret de relation, d'expérience sur un sujet très précis où tu as réussi justement à rapprocher les deux et à faire que ça fonctionne bien. Ouais, je pense à un sujet qui n'était pas dans ma boîte actuelle mais dans ma boîte précédente où je travaillais avec un bureau d'études qui était plutôt orienté dessinateur, projeteur et méca. On était dans l'acier, dans le travail de l'acier.
Et ce qui nous a fédérés, c'est plutôt les valeurs qu'on a partagées autour de l'innovation d'un produit. On est parti sur une démarche d'éco-conception et il s'est trouvé qu'on partageait un petit peu, voilà, on avait ces valeurs communes d'un produit avec une démarche de circuit court, de matériaux recyclés, etc. Et donc, naturellement, on s'est vraiment consolidé autour de ce projet et les échanges d'un coup sont devenus hyper fluides. La communication était simple, les gens étaient vraiment emportés par le produit, on avait un but commun, un objectif commun. Alors ça sonne un peu idéaliste comme ça, mais ça s'est vraiment passé et du coup ça a tout fluidifié, ça a tout rendu assez simple. Et du coup, si je regarde un peu ça, donc c'était il y a 2-3 ans, si je regarde ça avec un peu de recul, je me dis qu'à l'échelle même de la direction qui partage sa vision d'entreprise, on pourrait l'inciter à partager davantage, communiquer plus là-dessus, parce qu'on a tendance à l'oublier. Une fois qu'on a fait un peu voilà, la plateforme de marque, etc., le cercle d'or, bon ben c'est bon, c'est fait, next, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et on oublie un petit peu ça. C'est rare des dirigeants qui reviennent et qui repartagent cette vision-là. Et pourtant, ça met de la fluidité dans les échanges et ça permet aussi de savoir pourquoi on est là, pourquoi on travaille avec cette équipe et qu'est-ce qui nous anime au quotidien. Merci Pauline. Ouais. Valérie, est-ce que tu voudrais compléter dans les entreprises tech aussi comment tu fais pour que dès le début le produit intègre justement bien cette vision market? Je pense que Pauline a quand même dit énormément de choses. Et pour moi, je me posais la question si le moment où on définit les personas et on travaille sur les personas, c'est pas aussi un bon moyen, un bon moment en fait pour rappeler, parce qu'on est un peu la voix du client en fait, c'est la voix du client final, et il faut juste leur rappeler que nous, notre job, c'est de défendre les besoins du client final. Donc trouver là aussi, c'est une question de moment. Quels sont les moments où on peut vraiment leur rappeler quel est notre rôle en fait et pourquoi on le fait. Et c'est pas pour les embêter. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, surtout sur il y a 25 features et tu as intérêt à parler des 25 features. En fait, moi, j'ai un dicton qui est « à 3 commence l'infini ». Donc si vous posez la question à quelqu'un, vous lui donnez 4 éléments, 4 bonnes raisons d'acheter mon produit, il va se souvenir que de 3 raisons. Et ça, vous pouvez faire l'expérience autant de fois que vous voulez, ça marche à tous les coups en fait. Donc 25 features, ça ne sert à rien. Les 3 bonnes features qui sont vraiment celles qui font la différence, c'est vraiment c'est ça qui va être important. Et vraiment faites-les. Alors en plus, ils adorent les petits exercices et tout, ils adorent. Donc faites l'exercice. 4 éléments, tu me les restitues sur un produit concurrent en fait. Et l'autre point aussi, c'est nous on est en veille en fait par essence sur les évolutions de nos concurrents, sur les évolutions marché, et c'est aussi leur apporter cette connaissance-là, en fait, qui peut potentiellement les aider et les éclairer, en fait. Donc ça, c'est un autre point. Merci beaucoup. Je pense qu'on va retenir cette phrase pas mal. Je crois que c'est à noter. Je te laisse le micro, Valérie. On va enchaîner sur la dernière partie, qui est la relation entre marketing et sales. Si tu veux déjà nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on retrouve comme type de friction entre les deux, qu'est-ce que tu as pu remarquer? Alors, la grosse friction ressentie et entendue souvent, c'est le marketing qui dit aux sales je comprends pas, je t'ai fourni plein de leads, et les sales qui disent ouais, mais tes leads ils sont pas terribles et donc je les ai pas traités. Et donc là, on arrive dans une situation de freeze totale, tout le monde se déteste, et c'est vraiment là, il y a vraiment une crispation en fait autour de ça qu'il faut évidemment arriver à surmonter, parce que la situation est beaucoup plus nuancée en fait que ça. Et comment du coup tu vas mieux intégrer, enfin comment tu vas gérer cette relation, quel levier tu as pu identifier pour justement bénéficier de l'expérience sales pour le market et du coup montrer l'intérêt aussi du marketing au sales? Alors le point
le point qui est important quand on travaille avec les sales ont une connaissance du client final en fait, dont on peut réellement bénéficier. Donc c'est vraiment là aussi, c'est en travaillant en collaboration avec les sales qu'on va arriver in fine à faire et à générer des leads qui soient le plus économiquement possible, hein, parce qu'il y a cette dimension-là aussi, mais des leads qui soient réellement intéressants en fait pour les sales. Et parfois aussi, il faut aussi les éduquer sur le fait que le 100% des leads qui soient des leads intéressants, moi je connais aucune entreprise qui arrive à le faire ça en fait. Donc on sait qu'on va avoir du déchet quand on va avoir des leads. Le tout c'est de minimiser, en fait, de réduire au maximum le nombre de déchets, et on va essayer de comprendre comment on peut le faire. Donc c'est vraiment travailler en fait tout le funnel avec les sales pour arriver aussi à une transformation une meilleure qualification des leads entrants et une meilleure transformation en fait in fine des leads également en fait. Donc c'est vraiment toujours retourner à la collaboration qui peut être alors c'est pas collaborer avec l'ensemble de la force de vente, parce qu'on sait que dans toutes les forces de vente il y a des gens qui ont envie de collaborer et il y en a d'autres qui n'ont pas, ou co-créer, hein, puisqu'on va parler de co-création en fait à certains moments. Il y en a qui ont envie de co-créer, d'autres pas. Donc là, ça peut être aussi à travers des équipes projets en fait qu'on va réussir à établir cette collaboration. Et là aussi, le travail de des personas, en fait, je trouve que c'est un moment hyper riche. Parce qu'on s'appuie sur leur connaissance des clients, on les écoute, parce que bon, si on fait les 4 couleurs, là, nos commerciaux, souvent, ils sont très rouges et ça fonce. Et donc, nous, on va les ramener, en fait, un peu sur un point de réflexion, et on va s'appuyer sur leurs connaissances. Ils sont entendus. Et donc, les entendre, les écouter, comprendre, intégrer, ça va aussi fluidifier, en fait, la relation. Ça nous permet aussi de montrer que non, la communication, c'est pas un truc simple à faire et que tout le monde peut avoir un avis. Ça permet aussi, en fait, dès qu'on est en collaboration, ça permet aussi de rappeler quel est notre rôle, quelle est notre expertise, et que c'est compliqué, en fait, ce qu'on fait. Parce que la réalité, c'est que c'est compliqué ce qu'on fait, en fait. Donc ça, c'est vraiment un point important. Mais je sais pas si vous avez peut-être... Ouais, vas-y, Pauline, si tu veux. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et la collaboration et le fait de les mettre à contribution d'un projet, c'est top, parce que nous, ça nourrit complètement les personas. Effectivement, les insights du commerce nourrissent complètement notre approche et notre argumentaire. Et en même temps, les mettre à contribution directement avec une action courte, avec un retour, avec une échelle de temps courte, ça permet aussi d'avoir un quick win, et après de gagner une confiance et d'emporter du coup et de créer une dynamique avec l'équipe. Et moi, ce qui fonctionne bien, c'est de créer des campagnes de communication collaborative avec les clients. Et donc du coup, les sales sont la porte d'entrée vers le client. Donc ça démarre de là. Donc, avoir commencé par une idée, dire voilà, on veut mettre en avant telle réalisation, quel client, à quel client tu penses, quel install tu viens de finir qui fonctionne bien, etc. Chez qui on va. Donc du coup, le commercial trouve un panel de clients, commence à le contacter, à le mettre en relation avec la com et le market. Et puis à partir de là, on va créer ensemble cette action de communication sur les réseaux, etc. On va avoir un aller-retour et des échanges avec le client. On va avoir une validation commune entre les sales et le client. Et à la fin, on donne au commercial un Graal, un verbatim bien comme il faut, un retour sur son travail rendu public sur la toile, où il pourra aussi commenter et liker. Et là, on est bien parti. Et ça fonctionne plutôt bien, ouais. Merci Pauline. Est-ce que Aurélie, tu as des exemples à partager ? Oui, alors sur la partie confiance avec les commerciaux, donc on connaît le blame game, on connaît très bien ce terme en tant que marketeur. Il y a un point qui est extrêmement important, qui est assez sous-coté, c'est de s'intéresser. Alors, il ne faut pas se mettre en position de relever les compteurs. C'est vrai que quand on envoie du lead, donc on a tendance à vouloir à chaque sales meeting, ok, et ça. Il faut vraiment essayer de sortir de ce côté, on relève les compteurs, et vraiment de s'intéresser. Il y a un skills au côté marketing qui est important, c'est le business acumen. Et ça, pour avoir fait plein d'équipes marketing, pas forcément, ce skills n'équipe pas forcément tous les marketeurs, où on est vraiment dans la logique campagne, vraiment rester côté marketing. Mais le marketing est au service du commerce.
Donc on doit être orienté revenu. Et pour être justement orienté revenu, on doit s'intéresser aux pains des commerciaux. On a pas mal de commerciaux avec qui on va envoyer des leads qui ont des soucis pour pénétrer le compte, pour avoir le bon argumentaire au bon moment de la discussion. Là, on peut les aider. Et en montrant qu'on s'intéresse et qu'on est force de proposition, parce qu'on a la vue sur toute la littérature en interne, qu'est-ce qui peut les aider. Enfin, il y a des choses qui peuvent popper. Et là, on leur donne sans même qu'ils demandent. Et cette proactivité-là est extrêmement bénéfique pour la relation. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce côté confiance avec les commerciaux. Ça s'instaure avec le temps. On a plein de profils divers et variés dans le côté sales. Donc, on doit s'adapter. C'est à nous de nous adapter. Et aussi, ce que j'ai mis en place dans ma boîte actuellement, c'est des outils qui vont les aider. La prospection, c'est chiant, c'est long. Il y a des sales qui sont pas forcément hyper tech savvy, qui vont mettre 1 heure à rédiger un mail. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est déjà, je fais beaucoup de veille sur les outils de growth pour aider justement les commerciaux. Et il y a un outil qui s'appelle, je peux le donner comme ça, c'est Human Linker. C'est un outil que j'ai mis en place pour les sales qui va les aider, leur faire gagner un temps fou pour la prospection et sur les leads qu'on leur donne. Et en l'espace de 3-4 mois, on a déjà vu des opportunités détectées justement grâce à un outil qui leur fait gagner un temps de dingue. Et ça aussi, ça va leur montrer que on est là en fait pour les aider aussi. Donc on n'est pas que là pour fournir des leads, on est là pour vous donner des argumentaires, pour vous donner des outils, pour vous donner des billes, pour gagner du temps et que vous soyez efficace. Top. Mais écoutez, merci. Je pense qu'on a fait le tour des 4 sujets. Merci à toutes les 3. Et en plus, on a respecté le timing. Donc parfait. Comme je vous disais au tout début, il y a de la place pour les questions. Donc n'hésitez pas. Est-ce que certains ont des questions ?